Meredith se leva, pointa son doigt droit sur mon visage et dit froidement, « Nous allons voter. Je vais élever ce bébé. Isabelle est une mère inutile qui ne mérite pas de garder son enfant. Tu n'es qu'une machine à procréer. C'est le moins que tu doives à cette famille. » Ma mère applaudit immédiatement. C'est vrai. C'est le moins que tu doives à ta sœur. Mon père hocha la tête et leva son verre comme s'il célébrait quelque chose. Quand j'ai dit non, Meredith s'est jetée en avant et m'a violemment poussé la poitrine. Je suis tombée en arrière, mon dos heurtant brutalement le parquet, mon ventre frappant le bord de la table. La douleur m'a déchirée. Le bébé a donné des coups violents. Je n'ai pas pleuré. Je les ai juste regardés, puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un appel. « Viens maintenant, apporte le dossier. » J'ai raccroché. Ils étaient toujours assis là, souriant avec suffisance, pensant qu'ils venaient de gagner un contrôle total. Ils ne savaient pas que je les avais laissés voter. Je voulais voir chaque main se lever, car cette nuit-là, ils venaient de signer leur propre destruction. Je m'appelle Isabelle Glover. J'ai 29 ans. Si on vous a déjà dit que votre douleur n'avait pas d'importance parce que quelqu'un d'autre en avait plus besoin, laissez un commentaire et abonnez-vous. Parce que ce qui s'est passé après que cette sonnette a retenti n'a pas seulement brisé ma famille. Cela a réduit en cendres tout ce qu'ils pensaient posséder. Pour comprendre comment 3 personnes, à une table, ont pu lever la main pour donner mon bébé, je dois vous ramener 6 mois en arrière. C'était un mardi, en juillet dernier, le jour où mon mari a ouvert un relevé bancaire qui n'était pas le sien. Mais même ce mardi n'était pas le commencement. Le commencement, c'était un texto de ma mère, 8 jours avant que je ne tombe sur ce parquet. Il est arrivé le 23 janvier à 10h14 du matin. J'étais dans la cuisine de notre petite maison à Grand Rapide, en train de boire un déca déjà froid, et mon téléphone a vibré contre le plan de travail, émettant ce son familier dont j'avais appris à me méfier. Les textos de ma mère avaient une texture particulière, le genre de politesse qui semblait sorti d'un manuel. Dimanche, 17h, papa prépare le rôti. Meredith sera là. S'il te plaît, Isabelle, pour le bébé. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé le téléphone face vers le haut, pour qu'il me regarde pendant que je finissais mon café. J'avais décliné 3 invitations précédentes cet automne-là, prétextant la fatigue. Celle-ci était différente. Elle ne demandait pas. Elle sollicitait, avec un mot qui sonnait comme une obligation. Wesley était dans la chambre, en train de changer une ampoule au-dessus de notre tête de lit. Je suis entrée et je lui ai lu le texto à voix haute. Il n'a pas levé les yeux de l'installation. Il a gardé la main stable, vissant la nouvelle ampoule en place. « Pour eux ou pour toi ?» a-t-il demandé. Je n'avais pas de réponse. Ce soir-là, nous en avons parlé pendant que je préparais du riz pour le dîner. Je lui ai dit que je voulais y aller. Je lui ai dit que je voulais que le bébé ait des grands-parents. Je lui ai dit que si je refusais chaque invitation pour toujours, la porte se fermerait d'elle-même, et ce serait moi qui l'aurais fermée. Wesley s'appuyait contre le cadre de la porte, les bras croisés. Ce n'était pas un homme imposant, mais il dégageait une quiétude qui donnait toujours à une pièce une impression de plus grande organisation. « Si tu veux y aller, on y va », a-t-il dit. Mais c'est moi qui conduis. Je lui ai dit qu'il n'avait invité que moi. Il m'a regardé longuement. « Alors ils nous verront tous les deux », a-t-il dit. J'ai dit « non ». J'ai dit que ce serait plus facile si j'y allais seule. Que la présence de Wesley rendrait ma sœur sur la défensive. Il a hoché la tête une fois et a accepté. Je ne savais pas encore que, lorsqu'il avait accepté, il était déjà en train d'ouvrir un dossier sur son ordinateur portable que je ne pouvais pas voir. Le dimanche matin est arrivé, froid. Wesley m'a préparé une tasse de déca avec 3 glaçons, parce que j'aimais ça comme ça. Puis il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine avec son propre café, noir. Il a attendu que j'aie pris une première gorgée avant de parler. Si tu sens que quelque chose cloche ce soir, tu ne discutes pas. Tu appelles, c'est tout. Tu dis 5 mots. Je l'ai regardé par-dessus le bord de la tasse. Quels 5 mots ? Viens maintenant, apporte le dossier.
J'ai reposé la tasse. Je lui ai demandé de quel dossier il parlait. Il n'a pas souri. Il n'a pas tendu la main vers la mienne par-dessus la table. Il a juste dit, « Tu n'as pas besoin de savoir. Tu as juste besoin de le dire. » Je l'ai regardé un instant de plus que je n'aurais dû. 3 semaines plus tôt, en ouvrant son ordinateur pour imprimer un relevé d'assurance, j'avais vu un dossier sur son bureau. Une icône jaune, nommée « Pour Isabelle, si elle demande ». Je ne l'avais pas ouvert. Je n'avais pas posé de questions. Mais assise en face de lui maintenant, je comprenais ce qu'il m'offrait. Il me disait que le dossier avait un déclencheur, et que c'était moi qui le possédais. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dedans. J'ai dit, d'accord. J'ai fini mon café. Wesley a fait le plein avant que nous partions. Il n'a pas dit pourquoi. Je l'ai remarqué parce qu'il n'achetait presque jamais d'essence aussi longtemps à l'avance. Le réservoir était aux 3/4 ce matin-là. Il a vérifié la jauge de carburant 2 fois sur l'autoroute. Le froid ce jour-là s'était installé à 8 degrés Celsius, et les routes en sortant de grands rapides étaient glissantes, couvertes de ce genre de verglas qui rend les mécaniciens nerveux. Nous avons roulé pendant 2h30 en direction de Bloomfield Hills. La maison où j'ai grandi se trouvait au bout d'une longue allée privée bordée d'érables qui avaient perdu leurs feuilles. Quand nous avons tourné dans la rue, j'ai vu la voiture de ma sœur déjà garée devant. Meredith n'avait jamais été en avance pour quoi que ce soit de sa vie. Elle avait manqué la cérémonie de remise de mon diplôme d'infirmière. Elle était arrivée avec 1 heure de retard à la répétition de mon mariage. Mais sa voiture était là, 45 minutes avant l'heure de l'invitation. Sa peinture argentée captait le faible soleil d'hiver. Mon téléphone a vibré une fois à 15h47. Tante Diri, un emoji cœur. Rien d'autre. J'ai pensé qu'elle m'envoyait ça parce qu'il faisait froid. J'ai mis le téléphone dans la poche de mon manteau. Wesley a coupé le moteur et m'a regardé. Il n'a pas parlé. Il a juste attendu que je hoche la tête, puis nous avons marché ensemble vers la porte d'entrée. Je dois expliquer ce que la famille signifiait dans la maison où j'ai grandi, sinon rien de ce qui va suivre n'aura de sens. La première fois que j'ai entendu la phrase « Les sœurs partagent, Isabelle », j'avais 8 ans. C'était le matin de Noël, en 2004. J'ai déballé une poupée au visage de porcelaine avec une robe de velours vert. Meredith avait 12 ans. On lui avait donné une poupée en tissu avec des cheveux en laine cette année-là, parce que ma mère avait décidé à un moment donné que Meredith préférait les jouets artistiques. Meredith a regardé ma poupée, et son visage a fait quelque chose que j'apprendrai plus tard à reconnaître comme une préparation. Elle s'est mise à pleurer, disant que sa poupée était laide. Ma mère s'est agenouillée devant moi et a dit, avec la voix qu'elle utilisait pour les cantiques, « Tu n'as pas besoin de la plus jolie, ma chérie. Tu as toujours été la plus forte. Les sœurs partagent. » J'ai donné la poupée à Meredith. Elle l'a gardée 3 jours. Puis elle a pris des ciseaux de cuisine et a coupé les cheveux. Et ma mère a jeté la poupée parce qu'elle était maintenant cassée. Je ne savais pas alors que « la plus forte » n'était pas un compliment. C'était une description de poste. La mère de mon père, Elane Ashford, est décédée au printemps 2010. J'avais 13 ans. Elle avait vécu dans une petite maison coloniale à Grosse Pointe. Je me souviens de ses mains, fines, sèches, tenant toujours une tasse, et de la façon dont elle insistait à chaque visite pour que je m'assoie à côté d'elle, pas à côté de ma sœur. Elle m'a laissé un fonds pour mes études, 86 000 $, dans une fiducie à mon nom, établie par son avocat des années avant sa mort. Mon père était le fiduciaire. À 13 ans, je ne savais pas ce qu'un fiduciaire pouvait et ne pouvait pas faire. Je n'ai pas su pendant des années qu'un fiduciaire a ce que les avocats appellent un devoir fiduciaire. J'ai seulement su qu'à l'été 2015, quand j'avais 18 ans et que je préparais mes affaires pour l'Université d'État du Michigan, mon père m'a fait asseoir dans son bureau et m'a dit que le fonds avait presque entièrement disparu. Le marché en a pris la majeure partie, ma chérie, a-t-il dit. Il reste environ 11 000 $. Grand-mère aurait détesté le timing, mais ce sont des choses qui arrivent. Il a dit, ce sont des choses qui arrivent, de la même manière que les météorologues disent, un front froid approche,
comme si les décisions humaines étaient de même nature que la pression atmosphérique. J'ai financé mes études d'infirmière grâce à 52 000 $ de prêts étudiants, en travaillant de nuit dans une cafétéria d'hôpital jusqu'à l'obtention de mon diplôme. J'ai remboursé les prêts l'été de mes 30 ans. Le jour où le solde a été effacé, j'ai envoyé à mes parents une capture d'écran du zéro. Mon père a répondu, « Fier de toi, gamine ». Ma mère a envoyé un cœur. Meredith n'a rien envoyé. Wesley et moi nous sommes mariés en juin 2024 dans une petite chapelle à Grand Rapids avec 42 invités. Mes parents ont contribué à hauteur de 3 000 $ pour le lieu. Ma mère m'a dit lors du dîner de répétition, tenant un verre de chardonnay un peu trop serré, qu'ils auraient aimé pouvoir donner plus. Mais le cycle de Meredith ce mois-là n'avait pas été bon marché. Je me souviens du chiffre précis qu'elle a utilisé. 12 800 $. La FIV, ça dévore les économies, a-t-elle dit. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprenais. Je comprenais toujours. Je n'ai su que bien plus tard que le jour de mon mariage, ma sœur n'était pas du tout dans une clinique à Chicago. Elle était dans une annexe du palais de justice, en train de signer un accord prénuptial avec son mari, Preston, qui spécifiait dans la section 7 exactement ce que son mariage vaudrait s'il se terminait avec un enfant en elle, et ce qu'il vaudrait s'il se terminait sans. Tante Diri a envoyé un petit bouquet d'œillets blancs à la chapelle. Il y avait un mot glissé dans le ruban. 3 mots pour celle qui le mérite. J'ai mis le mot dans ma boîte à bijoux et je l'ai oublié. Je ne m'en souviendrai pas avant 20 mois. Je suis devenue infirmière en unité de soins intensifs néonatal, USIN, parce que les bébés du niveau 2 de néonatologie ne me demandaient jamais rien, sauf de l'attention et de la chaleur. J'ai rencontré Wesley à l'hôpital communautaire de Grand Rapids à l'été 2022, alors qu'il était sous-traitant pour remplacer les ballasts fluorescents dans l'une de nos salles d'isolement. Il était sur un escabeau sous un plafond bas, ses outils dans un sac en toile, et la première chose qu'il m'a dite a été « Vous êtes la seule personne ici qui sourit ». Nous nous sommes mariés 20 mois plus tard. J'ai pris un poste à temps plein en USIN de niveau 2 en septembre 2024. Le salaire était de 78 000 $ par an. Je l'ai dit une fois à ma mère. Elle a répondu « C'est bien, ma chérie. Ta sœur en est à sa 5e tentative, tu sais. » J'ai choisi de sauver des bébés pour gagner ma vie. Ma famille pensait que cela me qualifiait pour en donner un. J'ai découvert que j'étais enceinte début septembre 2025. J'ai d'abord appelé ma mère, parce que Wesley m'a dit de le faire. Elle est restée silencieuse au téléphone, puis a demandé « Tu l'as déjà dit à ta sœur ?» Elle ne m'a pas félicité. J'ai attendu 2 semaines avant de le dire à Meredith. Quand je l'ai fait, ma sœur est restée silencieuse pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis elle a dit « C'est merveilleux, Izzy. Je suis heureuse pour toi. » Sa voix était monocorde, plate, et sans le moindre tremblement. 3 semaines plus tard, elle m'a envoyé 200 $ et un body tie 3 mois par la poste, encore étiqueté, encore plié dans le papier de soie dans lequel le magasin l'avait emballé. Je l'ai mis dans le tiroir du bas de la commode dans la chambre du bébé. Pendant des années, j'ai cru que je méritais ma place à leur table. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, ils avaient déjà vendu mon siège. Nous avons sonné à la porte à 16h52. La porte s'est ouverte avant que Wesley ait pu retirer son doigt du bouton. Et ma mère se tenait sur le seuil, une serviette en papier pliée déjà à la main. Elle attendait, non pas près de la porte, mais à la porte. Elle a été surprise de voir Wesley. Son visage s'est réorganisé en une demi-seconde, mais je l'ai vu faire. « Oh, vous deux. Wesley, mon chéri, on ne s'attendait pas. » « Bien sûr. Entrez. » Wesley a serré la main de mon père dans le salon. La poignée de main a duré un temps de trop. Mon père a regardé Wesley de la même manière qu'il regardait les appareils électroménagers qu'il envisageait de retourner au magasin. Évaluant, calculant, décidant si le reçu était toujours valide. La table de la salle à manger était dressée avec la belle vaisselle. Le service Wedgwood à bordure bleue de ma grand-mère est l'année. Ma mère ne l'avait utilisé que 2 fois, de mémoire.
Lors de l'annonce des fiançailles de Meredith en 2018, et lors du dîner où mon père a annoncé sa retraite en 2020. Elle ne l'avait pas sorti pour mon mariage. Elle ne l'avait pas sorti pour ma grossesse. Elle la sortait maintenant. J'ai compté les couverts. 6 services complets sur une table où 4 personnes allaient s'asseoir. 2 assiettes supplémentaires, 6 verres à eau, 6 fourchettes à salade. La 6e place était mise en bout de table, en face de mon père. Une serviette pliée, un trombone visible sous le pli, une carte de visite en dessous que je ne pouvais pas lire de là où j'étais. Je me suis assise à côté de Wesley. Ma sœur était déjà assise en face de moi dans un pull crème que je n'avais jamais vu auparavant, les cheveux relevés d'une manière qui semblait délibérée. Elle m'a souri de la même manière qu'on sourit à des collègues. « Où est Preston ?» ai-je demandé. « Denver » a-t-elle dit. « Trop vite. » Réunion avec un client. Il déteste janvier dans le Michigan. Mon père s'est éclairci la gorge. Il t'envoie ses amitiés. Je leur ai souri à tous les deux. Ma mère a rempli mon verre d'eau sans qu'on le lui demande. Pour combien de temps, ai-je demandé. Jusqu'à mardi, a dit Meredith. Ma mère a jeté un coup d'œil à mon père avant de baisser les yeux sur sa serviette. Le dîner a commencé par un gratin de poulet dans le plat en porcelaine blanche que ma mère utilisait pour chaque annonce familiale depuis 30 ans. Mon père a passé la corbeille à pain vers moi et a commencé à poser des questions sur ma grossesse. Pas les questions d'un grand-père, mais celles d'un actuaire. Comment va la santé du bébé? Des complications? As-tu vu un spécialiste? L'assurance de Wesley couvre-t-elle tout? Chaque question était accompagnée d'un petit tapotement de son index contre le bord de la table, 2 secondes entre chaque tape. L'assurance de Wesley. C'est ce mot qui a retenu mon attention. Il n'avait pas posé de questions sur le plan de l'hôpital, mon congé maternité ou ma date d'accouchement. Il avait posé une question sur l'assurance de mon mari, comme si la grossesse était un projet avec un bilan qu'il était en train d'examiner. J'ai répondu à chaque question comme je l'aurais fait avec un étranger. Ma mère a servi le gratin de la main gauche, car sa main droite s'était posée sur l'épaule de Meredith. C'était le 3e signe. La serviette sur la 6e place vide a bougé quand Meredith a tendu la main vers le sel, et j'ai aperçu le coin de la carte de visite en dessous. Papier cartonné crème, lettres en relief. Je n'ai pas lu le nom. Le dessert était une tarte aux pommes, le dessert préféré de Meredith. Ma mère ne m'avait jamais fait un seul dessert que j'aimais vraiment pour mon anniversaire. J'ai pris 2 bouchées, j'ai posé ma fourchette et j'ai attendu. J'attendais depuis que j'avais franchi la porte. Mon père a tapoté son verre de vin avec le bord de sa cuillère à dessert. 1 fois, 2 fois. Il a reposé la cuillère avec précaution. Puis il a parlé. Nous voulions parler de quelque chose. Nous tous. En famille. La phrase est tombée comme une poutre maîtresse. En famille. J'ai glissé ma main sous la table, sur mon ventre. Non pas pour protéger, mais pour sentir, pour m'assurer que le bébé bougeait toujours de la manière ordinaire et calme dont elle avait bougé avant l'arrivée de la tempête. Wesley n'a pas bougé. Il avait posé son téléphone sur sa cuisse au lieu de le mettre dans sa poche. Il attendait, lui aussi. Meredith se leva. Il n'y eut pas de préambule, pas d'explication sur ses difficultés, pas de monologue et les yeux écarquillés sur des années d'infertilité. Elle a pointé son doigt droit sur mon visage, l'index tendu, le bras presque droit. Ses ongles étaient peints du bordeaux profond, la couleur signature de sa chaîne de spa. Sa main ne tremblait pas. Nous allons voter. Je vais élever ce bébé. Isabelle est une mère inutile qui ne mérite pas de garder son enfant. Tu n'es qu'une machine à procréer. C'est le moins que tu doives à cette famille. Elle l'a dit de la même manière qu'un avocat lirait un contrat réglé. D'une voix plate, froide, répétée. Elle avait déjà prononcé ces phrases dans sa propre bouche, seule, pour les tester. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas posé ma fourchette plus fort que je ne l'avais déjà fait. J'ai regardé son bras. Le doigt pointé sur mon visage était la première main levée dans cette pièce. Dans ma tête, j'ai dit le mot « 1 ». Ma mère a applaudi immédiatement.
Elle n'y a pas réfléchi. Elle n'a pas vérifié l'expression de mon père. Elle a frappé ses mains 3 fois, des applaudissements forts et nets, puis elle a parlé sans attendre que quelqu'un la pousse. C'est vrai. C'est le moins que tu doives à ta sœur. La formulation l'a trahi. Elle avait utilisé presque exactement la même structure que la dernière phrase de Meredith, changeant seulement « cette famille » par « ta sœur ». Le genre de variation que l'on produit quand on a répété une réplique et qu'on l'a peaufinée. Ce n'était pas une femme qui se levait pour l'occasion. C'était une femme qui livrait une performance répétée. Ses mains sont restées levées un instant après les applaudissements, les paumes légèrement tournées vers l'avant, comme si elle s'apprêtait à diriger quelque chose. 2. Mon père n'a pas parlé. Il a hoché la tête une fois en direction de ma sœur. Puis il a levé son verre de vin. C'était le verre en cristal qu'il utilisait pour les grandes occasions. L'annonce de sa retraite, les fiançailles de Meredith, le toast du Nouvel An en 2019, quand il nous avait dit à tous les 4 à table que ce serait l'année où notre famille obtiendrait enfin ce qu'elle méritait. Il l'a levé maintenant à la même hauteur. Il l'a tenu là pendant une longue respiration. Il n'a pas trinqué. Il n'a pas dit « santé ». Il m'a regardé par-dessus le bord du verre et il a souri doucement. De la même manière qu'on sourit à une proposition commerciale qu'on attendait d'approuver. Il n'a pas levé la main. Il a levé son verre, ce qui était la même chose, en pire, parce que cela transformait mon enfant en un toast. 3. La pièce est restée silencieuse pendant 3 secondes. Non pas parce qu'ils attendaient que je craque. Ils attendaient que j'accepte. Je les ai regardés un par un. J'ai regardé Meredith, les bras encore à moitié levés. J'ai regardé ma mère, les paumes toujours ouvertes. J'ai regardé mon père, son verre à la hauteur du menton. J'ai regardé la 6e chaise vide, avec la serviette pliée et la carte de visite que je ne pouvais toujours pas lire. J'ai regardé Wesley, dont le visage était devenu complètement vide, de la même manière qu'il devient vide quand il fait du calcul mental. Il pensait que mon silence signifiait que je craquais. Cela signifiait que j'enregistrais. L'horloge murale au-dessus du buffet indiquait 18h03. Je me souviendrai de cette heure plus tard, quand je raconterai l'histoire à un avocat nommé Laurence Pembroke dans un bureau du centre-ville de Grand Rapids. Je lui dirai la minute exacte, et il la noterait sans commentaire. J'ai posé ma main à plat sur mon ventre. J'ai ouvert la bouche pour dire un seul mot. Non. Le mot est sorti net, égal, sans fioriture. Il m'a un peu surprise par sa facilité. J'avais répété une centaine de phrases plus difficiles dans ma tête au fil des ans. De longues et prudentes explications sur pourquoi je ne pouvais pas accepter ceci, ou cela, ou autre chose. Et je n'en avais jamais eu besoin. Cette fois, je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas excusée. Je ne leur ai pas demandé de comprendre. Mon père a reposé son verre de vin. Son visage a changé, de la même manière qu'il change quand un subordonné dit quelque chose qu'il n'attendait pas. Isabelle, assieds-toi. Ce n'est pas négociable. J'étais déjà debout. Je m'étais levée de ma chaise en disant non, sans le vouloir. De la même manière qu'un corps décide parfois pour vous. Je ne me suis pas assise. Ma main est restée sur mon ventre. Mon père a fait glisser un dossier sur la table polie vers moi. Des lettres en relief sur du papier cartonné crème. L'empreinte de James Corbett, avocat spécialisé en succession, fiducie de la famille Ashford, le même cabinet qui avait rédigé le testament de ma grand-mère. À l'intérieur du dossier, je pouvais voir le bord supérieur d'un document imprimé. Consentement à l'adoption, État du Michigan, une ligne de signature vierge. Signe, ma chérie. J'ai répété, non. Plus doucement. Pas plus faiblement. Plus doucement. Meredith a craqué. Elle s'est levée de sa chaise si vite qu'elle a raclé le parquet, et elle a traversé le coin de la table en 2 pas. Sa voix avait perdu la cadence froide d'une minute plus tôt. Tu es égoïste, Isabelle. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Je comprendrai plus tard,
quand Wesley lirait un dossier clinique à voix haute dans cette même pièce, ce qu'elle avait réellement traversé et à quel point l'expression « ce que j'ai traversé » était une description mince. Sur le moment, je l'ai simplement regardé venir. Wesley a commencé à se lever de sa chaise, et je l'ai regardé une fois. Pas encore. Il s'est arrêté à mi-mouvement et est resté là, la main posée sur le dossier de la chaise, la tension le maintenant en place. Elle m'a atteinte. Elle a posé ses 2 mains à plat sur mon sternum et elle a poussé. La poussée n'était pas calculée. C'était la différence. Elle n'essayait pas de faire du mal au bébé. Elle essayait de me ramener à l'accord, de me remettre dans la position de la petite fille qui accepte qu'on lui prenne sa poupée. Mais elle a utilisé la force d'une femme adulte sur le sternum d'une femme enceinte qui se tenait à côté d'une table de salle à manger. Je suis partie en arrière. Ma hanche a heurté le long bord de la table en descendant. Du bois dur, impitoyable, et le haut de mon ventre l'a heurté aussi. Une bande est raflée sur le dessous de mon ventre arrondi. Puis mon dos a rencontré le sol. Mes cheveux se sont étalés sur le parquet. L'impact est monté le long de ma colonne vertébrale jusqu'à la base de mon crâne et s'est arrêté là. Le bébé a donné des coups. 3 coups rapides et forts d'affilée. Puis un 4e. En tant qu'infirmière en usin, je savais ce que cela signifiait. Une détresse fœtale aiguë en réaction à un impact maternel. J'avais environ 45 minutes de répit avant de devoir être sous moniteur. Je n'ai pas pleuré. J'ai inspiré en comptant jusqu'à 4. J'ai expiré en comptant jusqu'à 6. Après 90 secondes, les coups se sont adoucis pour retrouver le rythme ordinaire que je sentais depuis des semaines. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon gilet. Je ne me suis pas assise. J'ai déverrouillé l'écran. J'ai appelé le numéro de Wesley. De ma position sur le sol, je pouvais voir la lumière s'allumer à travers le tissu de la poche de son pantalon. Il n'a pas bougé pour répondre. Il n'en avait pas besoin. L'appel lui-même était le but. Il apparaîtrait dans les registres de nos 2 opérateurs à 18h08 le 31 janvier 2026, avec une durée de 9 secondes. J'ai prononcé 5 mots au téléphone. Viens maintenant, apporte le dossier. J'ai raccroché. Wesley s'est levé. Il n'a pas couru. Il n'a pas tendu la main vers moi. Il m'a regardé sur le sol et il a fait ce que nous avions répété, parce que nous avions répété cela d'une certaine manière au cours des 6 derniers mois de ma grossesse, sans jamais l'appeler une répétition. Il est passé devant ma mère sans un mot et est sorti par la porte d'entrée. Mon père l'a regardé partir. « Qui as-tu appelé ?» a-t-il demandé doucement. « Mon mari. Il vient de sortir. » J'étais toujours sur le sol, regardant toujours le plafond. « Je sais », ai-je dit. « Il va revenir. » La première chose que j'ai remarqué une fois Wesley parti, c'est qu'il n'a pas bougé. Ma mère s'est levée de table mais est restée de son côté. Elle me regardait comme on regarde un verre renversé, avec l'inconvénient spécifique de quelqu'un qui s'apprêtait à manger. Ma sœur s'est rassise. Mon père a posé ses paumes sur le bord de la table et n'a pas bougé du tout. Quelqu'un, je pense que c'était ma mère, bien que la voix fût si mince que je ne pourrais pas le jurer, a dit « Devrions-nous appeler une ambulance ?» Personne n'a répondu. Personne n'a composé de numéro. J'ai compris, allongé là, avec le bébé donnant de nouveau ses coups à un rythme ordinaire, pourquoi personne n'a appelé. Mes parents ne voulaient pas d'un dossier hospitalier sur ce qui s'était passé à leur table. Un appel au 911 générerait un rapport. Un rapport indiquerait une heure. Une heure serait associée à un vote, une poussée, une carte de visite et un dossier rempli de formulaires de consentement. Mes parents n'étaient pas assez cruels pour vouloir que je sois blessée. Ils étaient seulement assez calculateurs pour savoir qu'ils ne voulaient pas que cela soit documenté. Wesley aurait appelé depuis la route. Il ne l'a pas fait parce qu'il faisait quelque chose de plus utile. Aller à la voiture, au dossier dans le coffre, à l'ordinateur portable avec les comptes des 6 derniers mois. Je suis restée sur le sol et j'ai commencé à compter les minutes. La raison pour laquelle mon mari avait un dossier dans notre voiture a commencé un mardi de juillet 2025.
Il préparait notre déclaration de revenus commune pour l'année suivante et avait demandé nonchalamment à mon père, par téléphone, une copie d'un relevé de courtage spécifique. Mon père effectuait une petite manœuvre. Il transférait une petite somme mensuelle sur un compte joint intitulé « Cadeau de mariage », qui provenait en fait de la fiducie de ma grand-mère. Wesley voulait s'assurer que tout était documenté proprement pour les impôts. Mon père a envoyé le mauvais fichier. Pas un petit extrait, mais le relevé complet. 4 ans de transactions, tout. Wesley l'a ouvert dans notre salon à 15h11 un après-midi de juillet. Il ne m'a rien dit ce soir-là. Il ne m'a rien dit la semaine suivante. Il s'est rendu dans une imprimerie, l'a imprimé, l'a surligné en jaune à la table de la cuisine après que je me sois endormi. Il a constitué un dossier dans une armoire du garage, derrière une boîte de rallonge. Et puis il a attendu. Non pas pour le jeter à la figure de quelqu'un, mais pour que j'atteigne le point où je poserai la question. Il a nommé le dossier sur son ordinateur pour moi, pas pour lui. Il était écrit en lettres jaunes, pour Isabelle, si elle demande. Il refusait d'exercer mon libre arbitre à ma place. J'ai trouvé le dossier 3 semaines avant le dîner. J'avais ouvert son ordinateur portable pour imprimer un reçu d'assurance pour une quote-part. L'icône jaune était là, sur son bureau. J'ai lu le nom. Je n'ai pas ouvert le dossier. Je ne lui ai rien demandé. J'ai refermé l'ordinateur, j'ai imprimé le reçu depuis mon propre téléphone, et je suis allé travailler cette nuit-là en usin. J'ai compris à ce moment-là que mon mari portait quelque chose depuis des mois. J'ai compris la discipline qu'il lui avait fallu pour ne pas le déverser dans notre mariage. Et j'ai décidé, debout dans une cuisine à 23h, que lorsque je choisirais de l'ouvrir, je l'ouvrirais devant eux. Pas nous, eux. C'était le choix que j'avais fait 3 semaines avant que Meredith ne lève la main et ne pointe son doigt sur mon visage. 58 minutes s'étaient écoulées depuis que j'avais passé l'appel. Je me suis assise lentement. Le bébé était calme. Ma mère, me voyant m'asseoir, a fait un mouvement comme pour m'aider, et j'ai levé la paume de ma main en l'air. Elle s'est arrêtée. Je me suis mise sur mes pieds. Mes hanches me faisaient mal. Le bas de mon dos me faisait mal là où il avait heurté le sol. J'ai fait le tour de la table, je suis passée devant ma sœur, qui fixait son verre de vin comme s'il contenait des instructions, je suis passée devant mon père, dont les yeux restaient fixés sur la table. Je me suis arrêtée à la 6e place vide. J'ai déplié la serviette. J'ai soulevé le coin et j'ai sorti la carte de visite. James Corbett, avocat spécialisé en succession, fiducie de la famille Ashford, adresse sur Woodward Avenue. Une note manuscrite dans le coin. Confirmé. JC. Il avait été invité. Il avait confirmé. Il n'était pas venu. Il n'était pas venu, j'ai compris un instant plus tard, parce qu'il avait deviné ce que mon père voulait de lui. J'ai posé la carte sur le set de table, face visible, pour que ma mère puisse la voir, et je suis retournée à ma chaise. La sonnette a retenti. Avant de vous dire qui se tenait à cette porte, je veux vous demander quelque chose. Si quelqu'un dans votre famille vous a déjà demandé de partager ce qui vous appartenait en propre, une chambre, des économies, un nom, un corps, un enfant, commentez, les sœurs partagent, ci-dessous. Je veux savoir jusqu'où cette phrase s'est étendue dans votre propre vie. Maintenant, la porte s'est ouverte. Mon père s'est levé. Ma mère non. Ma sœur non. Mon père a traversé le couloir de la même manière qu'il traversait le parking de notre ancienne église quand il était pressé. À moitié en courant, les mains ballantes. Je l'ai entendu à la porte. Wesley, ce n'est pas ton. Ma femme est sur votre sol. Mon enfant est en elle. Ces 2 choses sont mes affaires. Wesley est entré dans la salle à manger avec un dossier en cuir dans une main et une sacoche d'ordinateur dans l'autre. Il les a posés tous les 2 sur la table polie de la salle à manger, entre la corbeille à pain et le plat à tarte, et il l'a fait délibérément, sans jamais quitter personne des yeux. Le dossier était de la même taille et de la même coupe que le dossier crème de mon père. C'était intentionnel. C'était la même forme que l'objet que mon père avait utilisé pour exiger ma signature. Wesley n'a pas haussé la voix.
Il a ouvert la sacoche d'ordinateur. Il s'est tourné vers moi avant toute autre chose. Il a posé une main sur mon épaule brièvement, non pas pour me soutenir, mais pour vérifier que j'étais stable. Il a demandé, de la voix qu'il utilisait quand je rentrais d'une mauvaise garde, « Tu te sens capable de rester assise pour ça? On peut aller à l'hôpital d'abord. » Je lui ai dit que le bébé était calme. Je lui ai dit que j'avais besoin de ça maintenant. Je lui ai dit que l'hôpital pouvait attendre 90 minutes. Il a hoché la tête une fois. Il ne s'est pas excusé d'être en retard, car il n'était pas en retard. Il était arrivé précisément au moment où je l'avais demandé. Il a posé une autre question, que j'ai comprise comme étant pour la pièce, pas pour moi. Voulez-vous que je lise ça à voix haute, ou préférez-vous le faire? J'ai regardé ma sœur. Meredith avait cessé de caresser le bord de son verre de vin. Ses deux mains étaient maintenant à plat sur la table. Les paumes de ma mère étaient descendues de leur position de chef d'orchestre et s'étaient croisées sur son ventre. Mon père se tenait de l'autre côté de la table avec une immobilité qui avait une qualité spécifique. L'immobilité d'un homme qui calculait s'il pouvait atteindre le dossier et retirer une page avant que Wesley ne l'ouvre. « Lis-le à voix haute, ai-je dit. Je veux qu'il l'entende de ta voix. » J'ai choisi Wesley pour lire pour une raison. Sa voix, quand il lisait à voix haute, ne contenait aucun commentaire. Il était électricien agréé. Il lisait des spécifications pour gagner sa vie. Quand il lisait un relevé bancaire, cela sonnait comme un relevé bancaire, pas comme une accusation. Personne dans la pièce n'aurait eu la chance de dire que j'avais exagéré, ou que Wesley l'avait fait. Wesley a ouvert le dossier. La première page était un relevé de courtage de Northern Trust, daté de septembre 2019. Le titre du compte était « Fiducie d'éducation pour les petits-enfants d'Elaney Ashford au profit d'Isabelle Glover ». Une seule ligne était surlignée en jaune. Wesley l'a lu du même ton qu'il utilisait pour lire des schémas de circuit. 15 septembre 2019. Virement sortant de 14 800 $. Bénéficiaire, Meredith Ashford, compte chèque personnel Chase. Le même jour, le même montant déposé sur le compte du bénéficiaire. Il a tourné la page. Ma mère s'est assise sans le vouloir. Elle ne s'est pas tant assise qu'elle ne s'est effondrée. Mon père a mis une main sur son front et a couvert ses yeux. Meredith a commencé à parler, et ma mère, sans lever les yeux, a dit d'une voix que je ne lui avais jamais entendue utiliser avec ma sœur, « Meredith, arrête de parler. » Wesley a lu 4 ans de virement. Il l'a fait dans l'ordre chronologique, une ligne à la fois, sans adjectif. Septembre 2019, 14 800 $. Avril 2020, 18 600 $. Novembre 2021, 22 900 $. Août 2022, 14 900 $. Total, 71 200 $ virés d'une fiducie qui avait été établie à mon nom par une grand-mère décédée avant mes 14 ans. Il a expliqué la structure du compte en 3 phrases. La fiducie avait nommé mon père comme fiduciaire jusqu'à mes 25 ans. Un fiduciaire a ce qu'on appelle un devoir fiduciaire. Ce devoir est envers le bénéficiaire, moi, pas envers la famille. Transférer les actifs du bénéficiaire à un frère ou une sœur n'est pas une utilisation autorisée des fonds de la fiducie. Meredith n'avait rien signé pour ces virements, car il n'y avait rien de légitime à signer. Elle les avait simplement reçus, 4 fois, sans jamais se demander d'où ils venaient. La pièce a fait un silence particulier qu'un avocat reconnaîtrait. Mon père a retiré sa main de ses yeux. Il a essayé, de la voix qu'il utilisait quand j'avais 10 ans et que j'avais cassé une lampe, d'expliquer. C'était l'argent de la famille, Isabelle. Grand-mère aurait voulu qu'on s'entraide. Je l'ai regardé pour la première fois depuis que j'étais tombée. Grand-mère me l'a laissé à moi, par mon nom, par écrit. Tu n'en avais pas autant besoin. Ce n'était pas à toi de décider. Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Ma mère ne l'a pas défendu. Elle est restée assise, les mains croisées, et a regardé son assiette. Sa mâchoire inférieure avait commencé à trembler, mais elle la tenait ferme avec les muscles de son cou. Je me suis tournée vers Wesley. Document suivant.
Les 3 pages suivantes que Wesley a posées sur la table provenaient de la clinique pour femmes Kendrick sur North Main à Ann Arbor, à 45 minutes de route de la maison où nous étions assis. Wesley n'a pas expliqué ce qu'était la clinique. Il a simplement lu les factures. Clinique pour femmes Kendrick. Patiente, Meredith à Ashford. Date du service, 8 juin 2022. Code de procédure, 59 840. Fournisseur, Dr Alistair Kendrick. Mode de paiement, espèces. Montant, $770. Il a lu la deuxième. Novembre 2024. Code de procédure, 59 840. Espèces, $770. Il a lu la troisième. Septembre 2025. Examen de suivi. Espèces, $160. Le code de procédure 59 840, pour ceux qui ne passent pas leurs heures de travail dans un hôpital, est le code CPT pour une interruption volontaire de grossesse au premier trimestre. Ma sœur avait raconté à notre famille pendant 5 ans, à chaque dîner de famille, dans chaque appel téléphonique, sur chaque carte de Noël, qu'elle subissait des FIV et qu'elle avait perdu chaque cycle. Elle n'avait pas du tout subi de FIV. Elle était entrée dans la même clinique à Ann Arbor 2 fois en 3 ans, avait payé en espèces pour que rien n'apparaisse sur le compte joint qu'elle partageait avec Preston, et avait interrompu de grossesse qu'elle n'avait pas voulu garder. La main de ma mère est allée à sa bouche. Ce n'était pas de la surprise. C'était de la reconnaissance. Elle en savait une partie. Je pouvais le dire à la qualité spécifique de son immobilité. Elle avait su, et elle n'avait pas parlé. Elle avait laissé ma sœur continuer à raconter l'histoire. Elle avait aidé à en écrire la suite. Meredith a commencé à parler. Wesley, ce sont des dossiers médicaux privés. Tu ne peux pas continuer comme ça. Wesley, ai-je dit sans la regarder. Wesley a ouvert l'ordinateur portable. Il a tourné l'écran pour qu'il fasse face au bout de la table. Sur l'écran se trouvait une capture d'écran d'une conversation par texto. Les messages étaient entre le numéro de ma mère et celui de ma sœur. L'horodatage du message supérieur indiquait « 27 novembre 2025 à 15h14 ». C'était l'après-midi de Thanksgiving. C'était dans ma cuisine. Ma mère avait laissé son téléphone en charge sur mon comptoir pendant qu'elle utilisait notre salle de bain. Wesley était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. L'écran de verrouillage du téléphone s'était allumé avec un aperçu d'un nouveau message de Meredith. Wesley avait photographié l'aperçu sans déverrouiller le téléphone. L'aperçu disait « Dit que le médecin recommande une pause. Ensuite, on pourra repousser le prochain cycle au printemps. Ton père veut voir des progrès avant de virer plus d'argent. » Ma mère a posé ses 2 mains à plat sur la table. Elle n'a pas levé les yeux. « Maman, ai-je dit. » J'étais calme. Je n'avais jamais été aussi calme de ma vie. C'est toi qui as écrit ça. Elle n'a pas répondu. Meredith a dit, tu ne peux pas simplement prendre des captures d'écran des téléphones des gens. Je ne l'ai pas déverrouillé, a dit Wesley d'un ton égal. C'était un aperçu sur l'écran de verrouillage. C'est admissible en tant que matériel observé. Mon père a fait un bruit qui était presque un rire. Pas amusé. Brisé. Wesley a fait défiler l'écran. L'écran suivant montrait un échange de mails entre mon père et une adresse de Woodward Avenue intitulée James. Corbett.avocat.com. L'email datait du 4 janvier 2026, 27 jours avant ce dîner. Mon père, en 3 paragraphes soignés, avait demandé à James Corbett s'il pouvait discrètement restructurer le 2e legs de la fiducie de la famille Elane Ashford la vaisselle Wedgwood, une petite parcelle de terrain non développée dans le comté de Grand Traverse et un vase en cristal de Waterford, pour nommer Meredith comme unique bénéficiaire à ma place. Il avait invoqué l'harmonie familiale et l'arrivée de nouvelles complications comme justification. James Corbett avait répondu en moins de 90 minutes. Sa réponse tenait en 2 phrases. Douglas, je ne peux pas en bonne conscience traiter ce changement sans que votre fille Isabelle en ait connaissance et y consente. Compte tenu du timing, je vous déconseille fortement de poursuivre dans cette voie.
J'ai regardé la 6e chaise vide. James Corbett avait été invité au dîner de ce soir pour signer comme témoin le consentement à l'adoption. Il avait confirmé par email. Puis, à un moment donné cet après-midi-là, il avait relu l'email de janvier de mon père et compris ce qu'on l'invitait à témoigner. Il n'était pas venu. L'email de mon père, a dit Wesley doucement, sans lever les yeux. Il me l'a transféré lui-même. Il s'inquiétait pour elle. Wesley a appuyé sur un bouton de l'ordinateur portable. Le message vocal a été diffusé par les haut-parleurs. C'était la voix de ma sœur. Elle semblait détendue, coordonnée, joyeuse de la manière dont les gens sont joyeux lorsqu'ils exécutent un plan qu'ils pensent réussi. Le message datait du 19 janvier 2026, 12 jours avant le dîner. Il était adressé à une femme nommée Tessa Whitcomb, l'amie la plus proche de ma sœur, qui était consultante en marketing à Ann Arbor. Et, désolé, je t'ai encore manqué. J'ai juste besoin que le bébé d'Isabelle naisse en bonne santé. Papa s'occupe de la paperasse. Maman est d'accord, elle fait juste sa drama queen. Preston n'a pas besoin de savoir avant que ce soit fait. Une fois qu'il verra le bébé, l'accord prénuptial se résoudra de lui-même. On se parle demain. Le clic à la fin de l'enregistrement a été le son le plus fort de la maison. Ma mère ne s'est pas levée. Elle a fait quelque chose de plus discret. Elle a pris son verre d'eau et l'a posé 5 centimètres plus à droite, l'alignant avec quelque chose. Elle était, sans savoir qu'elle le faisait, en train de redresser la table. C'était un vieux réflexe de 30 ans de dîner. Le mot « accord prénuptial » flottait dans l'air. Wesley a ouvert le dossier en cuir jusqu'à sa dernière section. Il a sorti 3 pages reliées par un trombone et les a fait glisser au centre de la table. Accord prénuptial, Meredith à Ashford et Preston R. Ashford, signé le 8 juin 2019 dans le comté de Wayne. Il n'a lu qu'une seule clause, la section 7b. En cas de dissolution, si un enfant du mariage existe à la date du dépôt, l'épouse conservera la résidence conjugale et recevra un paiement forfaitaire de 850 000 $. Si aucun enfant du mariage n'existe, l'épouse recevra 180 000 $ et devra quitter la résidence conjugale dans les 90 jours. Il a posé la page. Il n'a fait aucun commentaire. Les doigts de Meredith étaient devenus blancs là où ils agrippaient le bord de la table. Je me suis souvenu, parce que je me souviens des dates. C'est l'une des choses pour lesquelles on devient bon quand on est infirmière en Usain. Ce 8 juin 2019 avait été le jour où ma sœur était, selon ma mère, à Chicago pour son premier cycle de FIV. Elle n'avait pas été à Chicago. Elle avait été dans un bureau à 5 kilomètres de là où nous étions assis, en train de signer cet accord. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai posé ma main sur l'accord prénuptial. J'ai lu la clause une deuxième fois pour moi-même. Puis j'ai levé les yeux vers Meredith et j'ai dit doucement, « Tu as planifié ça en 6 semaines. » Elle s'est mise à pleurer. C'étaient les premières vraies larmes que je voyais d'elle en 20 ans. Pas les larmes stratégiques qu'elle versait pendant les fêtes, pas le petit reniflement poli après un autre cycle raté. C'étaient les pleurs humides et brisés d'une personne dont le contrôle venait de quitter la pièce sans elle. Il ne sait pas. Il ne peut pas savoir. Pas avant. Pas avant que tu aies, j'ai terminé la phrase pour elle. Pas avant que tu aies mon bébé. Elle n'a pas nié. Wesley, sans lever les yeux, a donné la chronologie en une série de faits d'une phrase. 18 décembre 2025. Preston a demandé le divorce dans le comté d'Oakland. 19 décembre, Meredith a été notifiée. 21 décembre, un appel téléphonique de 37 minutes entre Meredith et ma mère. 27 décembre, mon père a envoyé une première demande à James Corbett. 4 janvier, l'email officiel demandant la restructuration de la fiducie. 19 janvier, le message vocal que nous venons d'entendre. 23 janvier, l'invitation de ma mère pour le dîner du dimanche. Toute l'architecture est devenue visible quand il l'a présenté comme ça. Un plan structurel de 6 semaines, un dîner, un formulaire de consentement, une 5e chaise pour l'avocat qui était censé être témoin. Une solution présentée avec le vocabulaire de la famille. J'ai regardé ma sœur. Preston n'est pas à Denver. Il est au Weston à Southfield, a-t-elle dit.
Sa voix avait perdu toute sa forme. Avec son avocat. J'ai compris alors, d'une manière que je n'avais pas entièrement comprise sur le sol, ce que j'avais été pour ma sœur au cours des 6 dernières semaines. Elle ne voulait pas un enfant. Elle voulait un document. Elle voulait un acte de naissance mentionnant son nom et celui de Preston comme parent, pour que, lorsque la demande de divorce serait présentée à un juge du comté de Wayne au printemps, la section 7B se déclenche. 850 000 $. La maison, le style de vie. L'histoire selon laquelle Meredith Ashford, après des années de perte, avait enfin eu son miracle. Le mécanisme aurait été un consentement à l'adoption, exécuté sous la pression familiale à une table de dîner avec un avocat comme témoin, suivi d'une modification privée par une juridiction assez favorable à la paperasse. Ce n'était pas un plan qui aurait survécu à un examen minutieux. La plupart de ces plans n'y survivent pas. Mais il n'avait pas besoin de survivre à un examen minutieux. Il avait seulement besoin de survivre à la diligence raisonnable initiale de l'avocat de Preston assez longtemps pour que l'accord soit signé. Je n'étais pas une sœur pour elle. J'étais une chaîne d'approvisionnement. Je me suis levée de ma chaise. Chancelante, le dos douloureux. Wesley s'est à moitié levé avec moi. Je lui ai fait signe de se rasseoir. Je me suis dirigée vers le bout de la table, vers le dossier crème avec l'entête de Corbett, et je l'ai pris. J'ai fait le tour de la table jusqu'à l'endroit où ma sœur était assise. J'ai posé le dossier devant elle. 7 mots. Tu peux élever ça à la place. Pas elle. Avant que je puisse retourner à ma chaise, ma mère a fait un son. Ce n'était pas un sanglot. C'était un son que je ne l'avais jamais entendu faire. Une note aiguë et fine dans sa gorge, puis un mot. Elle a dit son nom. Elle l'a dit comme on dit le nom d'un intrus. Douglas. Mon père n'a pas levé les yeux. Le savais-tu, a-t-elle dit. Savais-tu qu'elle avortait? Le savais-tu quand tu m'as demandé de ne rien dire pour le reçu dans sa voiture? Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit très prudemment, je savais qu'elle avait besoin de l'argent. Il n'avait pas dit non. Il n'avait pas dit, bien sûr que non. Il avait prononcé la phrase d'un homme qui avait choisi la fille qu'il considérait comme un projet plutôt que la fille qu'il considérait comme un témoin. Ma mère l'a entendu. La forme de sa colonne vertébrale a changé. Elle ne s'est pas levée. Elle n'est pas sortie. Elle s'est simplement rassise dans sa chaise. Et pour la première fois ce soir-là, elle a regardé mon père comme elle aurait dû le regarder 30 ans plus tôt. Je ne suis pas restée pour le reste de l'effondrement. J'ai pris mon manteau sur le dossier de la chaise. Wesley a fermé le dossier en cuir et l'a remis dans sa sacoche d'ordinateur. Il n'a pas fermé les emails. Il n'en avait pas besoin. Ils étaient déjà sauvegardés dans 3 emplacements cloud, et des copies se trouvaient dans la boîte de réception d'un avocat spécialiste du divorce à Southfield, envoyé depuis une adresse anonyme à 19h42. Pendant que Wesley était assis à cette table. Ma mère a dit, Isabelle, ma chérie, nous devons parler. Pas ce soir, maman. S'il te plaît, pas ce soir. Wesley a tenu mon manteau ouvert. Je l'ai mis. Il a posé une main sur le bas de mon dos brièvement pour me stabiliser, et nous avons marché vers la porte d'entrée. Mon père ne nous a pas suivis. Ma sœur pleurait toujours à table, le front posé sur sa main, le dossier crème intact devant elle. La bouche de ma mère a bougé pour dire mon nom et n'a pas fini le mot. Nous sommes sortis dans le froid de janvier. Wesley m'a ouvert la portière passager et m'a aidé à m'asseoir. Il a fermé la portière. Il a fait le tour de la voiture. Il est monté. Il n'a pas démarré le moteur immédiatement. Il m'a regardé. Urgence, a-t-il demandé. Ou la maison. Urgence, juste par sécurité. Il a démarré la voiture. Il a tourné dans la rue. La maison derrière nous était encore entièrement éclairée. La voiture argentée de ma sœur était toujours dans l'allée. Hôpital Beaumont, Royal Oak, à 22 minutes de la maison. J'ai été admise au triage de la maternité à 21h47. Une infirmière nommée Bethany m'a accompagnée.
Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais là avant que je ne sois sur le lit avec les sangles du moniteur autour de mon ventre. Le rythme cardiaque du bébé est apparu immédiatement sur la bande. Ligne de base 148 avec des accélérations réactives. Bethany a regardé les chiffres pendant une minute entière avant de hocher la tête. En tant qu'infirmière en usant moi-même, j'ai lu la bande avec elle. Réactive, rassurante, pas de décélération. Le médecin est entré et a appuyé doucement sur les ecchymoses. Il y en avait deux, une longue bande horizontale sur le dessous de mon ventre, due au bord de la table, et une ecchymose plus large dans le bas du dos, due au sol. Il a photographié les deux avec une règle graduée placée à côté. Il m'a demandé, sans inflexion, comment je m'étais retrouvée sur le sol. Je lui ai raconté l'histoire en détail. Ma sœur m'avait poussé lors d'un dîner de famille. Il a demandé, « Voulez-vous que nous déposions un rapport d'incident domestique ? Vous n'avez pas à décider ce soir. » « Oui, je veux que ce soit consigné. » Il a hoché la tête. Wesley se tenait à côté du lit, la main sur mon épaule. Charlotte, la mère de Wesley, est arrivée à 23h20, venant de Grand Rapids dans sa vieille Subaru parce que Wesley l'avait appelée en chemin, et elle était Charlotte. Elle n'est pas entrée dans la salle d'examen. Elle s'est assise dans le salon des familles avec la patience d'une infirmière en soins palliatifs et a attendu qu'on ait besoin d'elle. J'ai été libérée à 4h du matin après 40 minutes sous moniteur et un test de non-stress répété. La bande est restée réactive. Les ecchymoses sont restées des ecchymoses. Le lundi matin, 2 février, l'avocat du divorce de Preston Ashford a reçu un colis livré par coursier. Le colis ne venait pas de Wesley. Wesley avait compris, dès le moment où il avait commencé à constituer le dossier en juillet, qu'il ne pouvait pas être la personne à l'envoyer, car dès qu'il le ferait, l'affaire ressemblerait à une vengeance de mari, et la crédibilité des documents dépendrait de lui en tant qu'expéditeur. Il avait choisi une autre voie. Grâce au réseau professionnel de Charlotte, qui avait passé 30 ans dans les soins de fin de vie et connaissait tous les professionnels calmes et patients de l'ouest du Michigan, nous avions engagé un avocat de famille nommé Lawrence Pembroke, un homme de 60 ans à la voix douce qui dirigeait un petit cabinet dans une maison convertie sur Cherry Street à Grand Rapids. Lawrence Pembroke a envoyé à l'avocat de Preston un résumé de 9 pages et un ensemble de pièces à conviction. Pas de lettre de motivation, pas d'accusation, juste des documents classés par date, avec des références croisées par reçu. À 16h14 le lundi, Preston Ashford a appelé Meredith. L'appel a duré 6 minutes. Elle n'est pas allée travailler le mardi. Le mercredi à 10h, James Corbett a envoyé à mon père une lettre officielle mettant fin à sa relation de 40 ans avec la fiducie de la famille Ashford. La lettre citait un conflit d'intérêts professionnels et ne faisait aucune référence aux événements du dimanche. Mon père a appelé Corbett 2 fois. Corbett n'a pas retourné les appels. L'avocat de Preston a envoyé à Meredith une offre de règlement le lundi suivant, retirer toute réclamation contestée, signer un accord de confidentialité sur les représentations frauduleuses de FIV, et accepter $95 000 au lieu des $180 000 de base de l'accord prénuptial. Meredith avait 96 heures pour accepter. Elle a refusé pendant les 48 premières. Puis, le mercredi, Willow & Grey Spa Collective, la chaîne de spa haut de gamme qu'elle gérait au niveau régional, a reçu un appel du cabinet de l'avocat de Preston Ashford. Preston lui-même figurait sur la liste des clients. Sa belle-sœur et sa mère également. La famille Ashford était cliente de Willow & Grey depuis des années, envoyant des recommandations d'une valeur estimée à $300 000 par an. L'appel était poli. Il mentionnait seulement que la famille réévaluerait sa relation avec la chaîne compte tenu de récents développements concernant un membre de la haute direction de Willow & Grey. Meredith a reçu un appel de son vice-président des opérations à 16h le mercredi. Elle a été mise en congé administratif en attendant une enquête interne avant 17h. Elle a appelé l'avocat de Preston et a accepté le règlement à 9h40 le jeudi matin. Elle avait perdu $850 000 parce qu'elle avait refusé d'arrêter de mentir pendant 96 heures. J'ai appris la nouvelle de la signature par Wesley alors que je mangeais des céréales dans notre cuisine. Je n'ai pas ressenti la sensation de victoire. J'ai simplement fini mes céréales.
Les conséquences pour mon père se sont déroulées plus lentement et plus discrètement. Il a perdu James Corbett, qui avait rédigé chaque fiducie de sa famille pendant 4 décennies. Il n'a pas pu, dans la petite communauté juridique du comté d'Auckland, trouver un nouvel avocat spécialisé en succession disposé à prendre le dossier sans poser de questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Le frère de mon père, Frédéric, lui a envoyé une lettre manuscrite de 2 pages qui est arrivée un jeudi. Mon père l'a lue une fois et l'a mise dans un tiroir sans répondre. Frédéric n'a pas rappelé. Tante Diri est venue chez moi le 2e dimanche de mars. Elle a apporté avec elle, enveloppé dans une vieille couverture de laine, un vase en cristal de Waterford qui avait appartenu à ma grand-mère, et l'année. Elle l'a posé sur mon comptoir de cuisine et a dit « Ceci est à toi ». Ça l'a toujours été. Je le gardais pour toi depuis la mort de ta grand-mère. Je ne savais pas quoi dire. Elle n'avait pas besoin que je dise quoi que ce soit. Elle s'est assise à ma table de cuisine et a bu du thé pendant 1 heure. Et quand elle est partie, elle m'a serré l'avant-bras à la porte. Ma mère a quitté la maison le 18 février. Elle n'a pas dit à mon père qu'elle partait. Elle a fait une valise, la même en toile bordeaux qu'elle avait utilisée pour sa lune de miel en 1988, et a conduit jusqu'à Ann Arbor pour rester avec Diri. Elle est restée 42 jours. Elle a commencé une thérapie pour la première fois de sa vie avec une femme nommée Dr Fenwick, sur la recommandation de Diri. Elle ne m'a pas appelée. Elle n'a pas appelé Meredith. Elle écrivait dans un carnet en cuir et faisait de longues promenades dans l'arboretum. Le 3 avril, elle est rentrée chez elle. Elle n'est pas rentrée parce qu'elle avait pardonné à mon père. Elle est rentrée parce qu'elle avait 60 ans, qu'elle n'avait jamais géré de compte bancaire ni rempli de déclaration de revenus de sa vie d'adulte, et qu'elle ne pouvait pas imaginer passer le dernier tiers de sa vie seule. Son retour était sa propre punition silencieuse. Elle l'avait confrontée, et elle était revenue vivre avec l'homme qu'elle avait confronté, et elle vivrait le reste de son mariage avec la connaissance spécifique de ce que son mari avait choisi. J'ai compris, en apprenant son retour par Diri, que c'était la chose la plus proche de la justice que ma mère s'offrirait jamais. Diri m'a appelé le dernier dimanche de mars à 21 heures. C'était son heure habituelle. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle a commencé par un fait. Je sais que ton père puisait de l'argent dans la fiducie dès l'année depuis 2020. Frédéric me l'a dit. Colin le lui avait mentionné un Thanksgiving après avoir bu trop de vin. Je n'ai rien fait. Je t'envoyais des cartes d'anniversaire. Je me disais que maintenir la paix avec Douglas valait plus que de te dire la vérité. Je veux que tu saches que je comprenais ce que je choisissais. J'ai choisi la paix plutôt que toi. Je suis désolée. Je suis restée assise à la table de la cuisine pendant un long moment avant de répondre. Wesley était dans l'autre pièce, la télévision éteinte, conscient sans écouter. Merci de me le dire maintenant, ai-je dit. C'était ce qui se rapprochait le plus du pardon qu'elle obtiendrait de moi. C'était plus qu'elle n'avait demandé. Nous n'avons pas parlé longtemps, mais le dimanche suivant à 21 heures, je l'ai appelé, et le dimanche d'après. Et le dimanche d'après. Le 15 avril, j'ai bloqué 3 numéros sur mon téléphone. Douglas Ashford, Colin Ashford, Meredith Ashford. Je n'ai pas envoyé de préavis. Je n'ai pas répondu à un dernier texto. J'ai simplement bloqué. Le dernier message de ma mère avant le blocage disait « C'est ma fille aussi, Isabelle. Essaie de comprendre. » J'ai fait une capture d'écran de ce message. Je l'ai mise dans un dossier sur mon téléphone. J'ai nommé le dossier « Pour Nora », quand elle demandera. Puis j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai mis ma main sur mon ventre. Ma fille, que j'avais déjà nommée dans ma tête, a donné un coup fort et s'est calmée. 3 semaines ont passé. 3 semaines de dimanche avec Diri. 3 semaines où Charlotte venait de Muskegon un mercredi sur 2 pour s'asseoir sur mon canapé avec un projet de tricot. 3 semaines où Wesley vérifiait la porte d'entrée avant de venir se coucher. Si vous écoutez ceci et que vous pensez à une porte dans votre propre vie que vous n'avez pas encore pu fermer, j'ai créé cette chaîne pour vous. Abonnez-vous. Activez les notifications. Le mois prochain, je vous raconterai ce qui s'est passé le jour de Thanksgiving de cette année-là,
quand j'ai dressé la table de ma grand-mère pour la première fois, pour les personnes qui avaient mérité une place. Mais d'abord, la nuit où ma fille est née. Cela a commencé à 23h47 le 30 avril, à 39 semaines et 2 jours. Ni en avance, ni en retard, exactement le jour que l'échographiste avait noté au crayon en haut de mon dossier en septembre. J'ai réveillé Wesley en posant ma main sur son épaule. C'est l'heure. Il n'a pas sursauté. Il avait préparé le sac de maternité la dernière semaine de mars. Il avait vérifié le réservoir 3 jours plus tôt, un plein d'essence. Parce qu'un homme qui a conduit sa femme enceinte aux urgences après une bousculade ne se retrouve plus à court de carburant. Il s'est levé, s'est habillé, a appelé sa mère depuis le porche, puis est revenu me voir dans la cuisine avec une tasse de glaçons. Charlotte est arrivée chez nous 40 minutes plus tard, venant de la maison de sa sœur à Muskegon. Elle s'est assise sur la banquette arrière du camion de Wesley avec le sac de maternité sur ses genoux pendant qu'il me conduisait à l'hôpital communautaire de Grand Rapids, où j'avais passé 5 ans à travailler de nuit. J'ai été admise par l'entrée de la maternité à 1h52 du matin. L'infirmière d'accueil était une femme avec qui j'avais travaillé côte à côte pendant 2 ans, une vétéran de l'USIN niveau 2 nommée Priscilla. Elle n'a pas fait d'histoire. Elle m'a juste serré l'avant-bras et m'a accompagnée. Le travail a duré 6h27. J'ai choisi de ne pas avoir de péridurale parce que je voulais le sentir. Pas pour une raison noble, mais parce que j'avais passé 30 ans à m'entendre dire que les besoins des autres comptaient plus que mon corps, et je voulais, ce jour précis, être à l'intérieur de mon propre corps pendant toute la durée de l'événement qui le changeait. Wesley est resté à la tête du lit. Il m'a tenu la main quand je le demandais, et il est resté silencieux quand je ne le demandais pas. Charlotte a attendu dans le salon des familles, tricotant la deuxième de 2 couvertures, travaillant le même motif qu'elle avait commencé la première semaine de janvier. La tête du bébé est apparue à 6h09 du matin le 1er mai. Elle est née à 6h14, pesant 3,3 kg, avec une tête pleine de cheveux noirs, roses, bruyante et en bonne santé. L'obstétricien l'a posée, encore gluante, sur ma poitrine. Wesley a pleuré pour la première fois dans l'histoire que je viens de vous raconter. Il a posé son front contre ma tempe. Ses épaules ont tremblé une fois, puis il s'est ressaisi. Il a dit d'une voix que je ne lui avais jamais entendue auparavant, « Salut. Salut, bébé. » J'ai chuchoté son nom pour la première fois à voix haute. Nora. Nora Elané Barrett. Nora pour un son que Wesley et moi aimions tous les deux. Elané pour la femme qui m'avait laissé une fiducie de $86 000 et un service de vaisselle Wedgwood à bordure bleue, et qui avait assez bien connu son fils pour savoir qu'il essaierait de prendre les deux, et qui avait préparé les papiers pour l'en empêcher, même s'il avait en partie gagné. Elle était morte avant que je sois assez grande pour savoir ce qu'elle avait fait pour moi. Je passerai le reste de l'enfance de ma fille à le lui raconter. Le bracelet de l'hôpital, une fois clipsé autour de la cheville de Nora, indiquait Nora Elané Barrett, 1er mai 2026, 6h14. Charlotte est entrée à 7h15. Elle n'a pas parlé immédiatement. Elle tenait dans ses mains une couverture en coton plié, de couleur crème. Elle l'avait tricotée pendant 4 mois, la commençant en janvier, alors qu'elle ne savait encore rien. Ni le sexe du bébé, ni le nom, ni aucun des problèmes qui surviendraient à la table de mes parents. Le long d'un coin, en fin fil à brodé blanc, se trouvaient 3 initiales, NB. Elle m'a tendu la couverture, non pas à Nora. À moi. Je l'ai commencé en janvier, a-t-elle dit. Je ne connaissais pas son nom, mais je savais qui elle serait. J'ai enveloppé Nora dans la couverture. J'ai regardé Charlotte et j'ai dit, pour la première fois en 20 mois que je la connaissais, « Merci, maman. » Les yeux de Charlotte se sont remplis de larmes. Elle ne m'a pas corrigée. Elle s'est assise dans le fauteuil près de la fenêtre et nous a regardés. À 10h32, une infirmière que je ne reconnaissais pas, une jeune femme nommée Chelsea en rotation depuis l'étage de médecine générale, a frappé à la porte. « Il y a une femme à la réception, » a-t-elle dit. Elle demande si elle peut monter. Elle dit que c'est votre mère. Elle a apporté un cadeau. Je n'ai pas eu besoin de demander son nom. Je savais déjà. Ma mère avait, d'une manière ou d'une autre,
par un ami d'un ami à l'étage de pédiatrie, par son propre travail de détective discret, apprit que j'avais été admise. Elle avait conduit les 2h30 depuis Bloomfield Hills. Elle était entrée seule dans l'hôpital où je travaillais, et elle avait demandé la permission. J'ai regardé Wesley. Wesley a dit, « C'est à toi de décider. Quoi que tu décides, je te soutiens. » Charlotte n'a rien dit. Je me suis levée du lit avec précaution, car j'étais encore endolorie, et je suis sortie dans le couloir. L'entrée familiale de la maternité a un ensemble de portes doubles en verre qui séparent la réception du couloir des salles d'accouchement. Je me suis arrêtée à 3 mètres de ces portes, de mon côté du verre, en blouse d'hôpital et en robe de chambre, et j'ai regardé à travers. Ma mère se tenait au bureau de la réception. Elle était seule. Elle tenait un petit sac cadeau rose. Elle paraissait, sous la lumière fluorescente de la réception, plus âgée que je ne l'avais jamais vue. Elle avait pleuré récemment. La peau autour de ses yeux avait cette qualité douce et trop dormie. Elle m'a vue à travers le verre. Elle a légèrement soulevé le sac cadeau avec une expression qui n'était pas de l'exigence. Ce n'était pas un ordre. C'était une demande. Je ne lui devais pas une seconde chance parce qu'elle m'avait mise au monde. Je ne lui devais pas un petit enfant parce qu'elle en voulait un. L'amour qui devait se mériter par le silence, en renonçant à des poupées, à des études, et à la forme de mon propre corps, n'était pas de l'amour. C'était un loyer. J'ai secoué la tête. Une fois, un petit mouvement final. Chelsea, qui se tenait à la porte avec sa main sur le bouton de déverrouillage, a compris. Elle a tourné le bouton et les portes se sont verrouillées avec un clic. Ma mère est restée là pendant encore 8 minutes. Puis elle a posé doucement le sac cadeau sur le comptoir de la réception et elle est partie. Chelsea m'a dit plus tard que personne n'avait réclamé le sac. Dans l'après-midi, quelqu'un de l'entretien l'a mis dans la boîte des objets trouvés. Je suis retournée dans la chambre. Wesley n'a pas demandé ce que j'avais décidé. Charlotte n'a pas demandé. Tous les deux l'ont vu sur mon visage. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai sorti Nora du berceau. Je l'ai mise contre ma poitrine, par-dessus la couverture que Charlotte avait passé 4 mois à fabriquer. Wesley s'est assis à côté de moi sur le lit. Il a pris ma main. Il a demandé doucement, « Ça va ? » Je suis libre. Je ne voulais pas dire heureuse. Je ne voulais pas dire guérie. Je voulais dire que la dernière personne de cette famille qui pouvait encore me demander quelque chose, ma mère, dont les demandes avaient façonné toute ma vie, n'avait plus accès à la pièce où je me trouvais. J'avais tracé la ligne là où je me tenais. La ligne a tenu. Charlotte est rentrée à la maison dans l'après-midi pour faire une sieste. Wesley a dormi dans le fauteuil près de la fenêtre, la tête contre le mur. La lumière de l'hôpital est passée à son réglage d'après-midi. Je me suis assise dans le lit. J'ai tenu ma fille contre ma poitrine et je lui ai parlé. Pas encore pour elle, car elle était trop petite pour savoir ce qu'étaient les mots, mais pour la femme que j'allais être pour elle, pour la mère que je choisissais de devenir le premier jour de sa vie. Je l'ai dit lentement. Tu ne t'assiéras jamais à une table où l'on vote sur toi. Tu ne devras jamais ton existence à personne. Je t'apprendrai la différence entre une famille et un groupe de personnes qui partagent le même sang. Et quand tu seras assez grande pour poser des questions à leur sujet, je te montrerai un dossier sur mon téléphone. Tu le liras. Tu décideras ce que tu veux faire. C'est la dernière fois que quelqu'un d'autre décide pour toi. Nora a fait un petit bruit contre ma clavicule. Elle n'écoutait pas. Elle respirait. Le vase en cristal de Waterford que Diri m'avait apporté était à la maison, sur le rebord de la fenêtre de la chambre d'enfant. Sur une petite table en chêne que Wesley avait construite. Dans le tiroir de cette table se trouvait une carte pliée, de l'écriture de Diri. 3 mots pour celle qui le mérite. En novembre de cette année-là, je dresserai la vaisselle Wedgwood à bordure bleue de ma grand-mère Elanée sur la table de la salle à manger de ma propre maison. 6 assiettes pour 6 personnes. Wesley, Charlotte, Diri, Nora dans sa chaise haute, et 2 voisins qui étaient devenus des amis. Et je dirai le bénédicité,
et je penserais à ma grand-mère à grosses poings avec ses mains fines et sèches, et je comprendrais que la vaisselle était enfin rentrée à la maison. Mais c'était dans 6 mois. Pour l'instant, dans un lit d'hôpital à Grand Rapids Community, je tenais ma fille contre mon cœur. Mon mari dormait dans un fauteuil contre un mur qu'il avait autrefois câblé. Ma belle-mère était rentrée faire une sieste après 4 mois passés à tricoter une couverture pour une petite fille qu'elle avait choisi d'aimer avant de connaître son nom. Le sac cadeau que ma mère avait apporté se trouvait dans une caisse en plastique au sous-sol de l'hôpital, non ouvert. La sonnette avait retenti une fois, 4 mois plus tôt, dans une maison où j'avais grandi et où je ne retournerai jamais. Cette nuit-là, quand elle a sonné, c'était la dernière fois que quelqu'un d'autre décidait qui entrait dans ma vie.